Tu es un homme, tu dois défendre la cause des hommes. Et ben voilà, tu te retrouves en train de défendre les femmes. Est-ce que tu veux pas faire la promotion de l'homosexualité par hasard? Ben voilà. Quand on dit genre, l'Ivoirien moyen pense femme. Ce n'est pas une question de femme. Mais c'est quoi le genre? Le genre est une approche de développement. Il y a une grosse différence entre sexe et genre. Le sexe renvoie à tout ce qui est différence biologique. Le genre, c'est justement cette différence sociale. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous appartenons à des sociétés patriarcales qui ont bâti un modèle sur les rapports de pouvoir déséquilibrés. Et donc, la petite fille est socialisée simplement pour qu'elle soit une bonne mère. C'est ça. Pour qu'elle soit une bonne mère, une bonne épouse. Voilà. Simplement. Et l'homme est socialisé pour qu'il soit cet être qui a ce leadership stratégique. Si les gens comprennent que le genre, ce n'est pas favoriser les femmes, ce n'est pas opposer les hommes aux femmes, ce n'est pas l'homosexualité, mais qu'ils comprennent que le genre, c'est une approche de développement. Aujourd'hui, j'accueille Pélibien Ghislain Koulibaly, sociologue et expert reconnu des questions de genre, de masculinité positive et de consolidation de la paix. Fort de plus de 15 années d'expérience, il a occupé des postes stratégiques au cœur de l'action publique ivoirienne, notamment au sein de cabinets ministériels, où il a contribué à faire avancer les enjeux d'inclusion sociale et d'égalité. Au fil de son parcours, il a participé à l'élaboration de nombreuses politiques et stratégies nationales en matière de genre, d'éducation, de climat ou encore d'autonomisation des femmes en collaboration avec des institutions majeures et des partenaires internationaux comme le PNUD et l'USAID. Engagé sur le terrain, il est également le fondateur du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, une initiative qui mobilise les hommes et les garçons pour transformer durablement les mentalités. Aujourd'hui, il vient pour partager sa vision, son engagement et les réalités de son combat pour une société plus juste et inclusive. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Ghislain. Bonjour Edith. Comment tu vas? Ben, je vais super bien. Je suis très heureuse de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les questions de genre et tout ce qui touche donc aux femmes, mais également à la masculinité positive. Et tu es un spécialiste en la matière, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Tu fais beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, beaucoup de colloques aussi à ce sujet. Et tu es le fondateur, comme je l'ai dit donc à l'entame donc, de cet épisode, tu es le fondateur du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as décidé de créer ce réseau? Merci, c'est moi qui suis honoré d'avoir été convié à ce temps de qualité pour aborder des problématiques d'intérêt pour moi. Ce sont des questions d'actualité, des questions à impact social. Tu as parlé de problématiques de genre, mais j'ajouterai problématiques d'inclusion sociale, problématiques de droits humains. Et pour moi, c'est vraiment une problématique centrale de changement de comportement, changement de mentalité, changement d'attitude tout simplement. Alors, pourquoi cette motivation? Ben, je vais dire qu'on peut le situer à plusieurs niveaux. D'abord, c'est retourner dans ma prime enfance. Ah oui. Ben voilà, c'est là-bas que je tire toute cette énergie. Moi, j'ai vécu dans une famille polygame et cette expérience m'a permis de tirer beaucoup de leçons. Oui. Ton père avait combien de femmes? 2 femmes. Okay. Donc, il a 2 femmes, puisqu'on est encore... Et donc, ça m'a permis de voir un peu les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans la cellule familiale ou conjugale. Et donc, certainement que dans ma prime enfance, j'ai dû beaucoup observer qui était dans un rôle stratégique, donc de pourvoyeur d'emploi, bien entendu le père, donc qui est pourvoyeur d'emploi, qui est dans un rôle stratégique, donc c'est lui qui va au boulot, qui crée la richesse et qui prend en charge la petite famille. Et mon observation empirique, mais pratique, participante au cœur du processus, m'a permis de comprendre aussi que mes 2 mamans étaient dans des tâches domestiques. Donc, elles étaient ménagères. Oui, totalement. Ménagères, voilà. Donc, elles essayaient de prendre en charge les enfants. C'est vrai
qu'elles avaient des activités génératrices aussi de revenus, mais comparé à celui de l'homme, ce n'était pas un rôle stratégique. J'ai vu aussi beaucoup de cas d'abus, voilà, de violence. Donc, effectivement, c'est tous ces éléments-là qui m'ont permis de dire, écoutez, si moi je grandis, peut-être que je peux faire autrement. Oui. Je ne vais pas reproduire systématiquement cette masculinité que j'ai observée. Je ne vais pas la qualifier de négative ou de toxique, mais j'ai voulu, une fois grand, proposer une nouvelle forme de masculinité qui soit une masculinité qui rime non pas avec violence, mais avec égalité, avec équité, avec liberté d'expression, avec participation inclusive. Parce que quand on est au cœur de la cellule familiale, il y a un défi important, c'est celui de la gestion du pouvoir. Bien sûr. Est-ce qu'on est dans une approche de cogestion ou est-ce que c'est le père en tant que chef de famille qui prend les décisions voilà, selon ses attentes, etc. Donc moi, j'ai voulu proposer une forme de masculinité positive et je pense que ma passion aussi est venue de là. Donc, premier pilier de mon engagement, c'est la cellule familiale. Deuxième pilier de mon engagement, c'est au niveau de l'université. OK. Lorsque je suis en licence de sociologie, à l'université Félix oui, à l'université d'Abidjan. Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous avions à l'époque les TER, les travaux d'études et de recherche. Et je me rappelle à l'époque, le directeur de l'IES, donc l'Institut d'ethnosociologie, c'était le professeur Babi Youzan, un professeur émérite, un homme engagé, un modèle pour nous, les jeunes sociologues, c'est un maître. Ouais. Et il nous a initiés à la recherche. Et en nous initiant à la recherche, la thématique qui était au programme au moment où j'étais en classe de licence, c'était la 4e conférence de Beijing, 1995. Oh. Et la 4e conférence de Beijing, la problématique qui était abordée, c'était la problématique du genre. Oui. Et donc, souvenez-vous, lorsqu'on sort de Beijing, on sort avec 12 domaines prioritaires. Comment faire en sorte que le pouvoir des femmes soit renforcé, qu'elles aient beaucoup plus d'espace dans le champ politique, dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais vraiment de façon transversale. Il fallait faire en sorte que les rapports de pouvoir hommes et femmes soient des rapports équilibrés. Et lorsqu'on a travaillé sur notre recherche, je vous assure que le sujet qu'on a proposé, c'était les rapports de pouvoir hommes et femmes dans le foyer. OK. Donc, je pense que j'ai dû regarder. Tu as été influencé. Voilà ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu dans ma prime enfance. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas réfléchir aux modalités de rapport de pouvoir hommes et femmes dans la cellule familiale. Et c'était la première fois que je travaillais. C'était une opportunité pour toi, on va dire. Une grosse opportunité pour comprendre un certain nombre de mécanismes, surtout qui se déroulent à l'intérieur de la sphère intime. Oui. Et ça, c'était vraiment important. Et lorsque je passe ce cap, je ne sais pas encore que ces questions-là vont m'habiter. Je pense que je finis mon 2EA au niveau de l'université, mais quand je m'inscris en thèse, je prends une autre inscription au Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP, donc Institut de développement et de droits humains, IDDH, où je fais un 2SS en gestion des conflits et culture de la paix. Et au moment de choisir mon sujet, je travaille sur les instances de régulation des conflits fonciers, donc au niveau de Bonois. Donc, je travaille sur Bonois et Grand Bassam. Et dans le mémoire, je montre un peu quelle est la place de la femme dans les processus de résolution des conflits fonciers, de règlement des conflits fonciers. Et au moment où je suis en pleine soutenance, le professeur Lézou, qui était le président du jury, en pleine soutenance, me fait comprendre qu'il y a un angle de mon sujet qui est un angle important. C'est justement
quelle est la place de la femme dans les processus de règlement ou de résolution des conflits. Surtout que dans cette société, si je ne me trompe pas, cette société matrilinéaire. Exactement. Mais vous savez que l'homme est socialisé à l'espace public et la femme à l'espace privé. Ça m'avait marqué, cette phrase que tu as dite. Tu as fait une conférence dernièrement à l'IUA et ça m'a à l'Institut universitaire d'Abidjan. Donc les étudiants nous ont invités. Et quand il a dit ça, ça a déclenché quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, c'est une évidence. L'homme est socialisé à l'espace public. Et la femme à l'espace privé. Et c'est pour cette raison qu'il y a une norme sociale qui dit que la nuit porte conseil. Donc, quand on vous dit que la nuit porte conseil, c'est pour vous dire que justement, dans la sphère privée, vous pouvez bénéficier de l'assistance, des conseils de votre femme. Et en plein jour, dans l'espace public, vous allez prendre la décision. Et ça. Donc, pour moi, il faut bien comprendre les processus de socialisation qui ont fini par socialiser l'homme à la domination, la femme à la soumission, selon Jeanne Bizilia. Et donc, ce binôme domination-soumission va produire des violences symboliques, des violences sociales. Et vous allez constater que l'homme, lui, sera socialisé à l'autorité et donc au leadership. Exactement. Et on vous dira que la femme est douce. C'est ça. La femme, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de réservé. Voilà, et on vous dira qu'un garçon ne pleure pas simplement parce que la société ne permet pas qu'il puisse exprimer sa vulnérabilité. Donc moi, toutes ces problématiques-là sont des problématiques qui m'intéressent. Et donc, lorsque je fais le 2SS, que le professeur me dit, attention, il y a un angle de ton sujet que tu peux approfondir, c'est là où le déclic me vient. Le déclic me vient et je me dis, il faut que j'approfondisse les questions de genre, les rapports de pouvoir hommes et femmes. Et je me rappelle, je vais travailler à Bouna, où j'ai fait 5 ans sur le programme national de redéploiement de l'administration. Ça, c'était après la crise de 2010 Après la crise de 2002. 2002, ok, d'accord. Donc, 2002, il y a un programme national de redéploiement de l'administration qui est mis en place. C'était le chaînon manquant. Et quand moi, je finis mon 2SS en gestion des conflits et culture de la paix, j'ai l'opportunité de travailler dans ce programme national de redéploiement de l'administration, PNRA. Donc, à l'époque, le Comité national de pilotage de redéploiement de l'administration. Et si vous vous souvenez de l'ancien ministre Bomachek Daniel, qui est actuellement à la tête de l'AFOR, c'est lui qui pilotait ce programme national. Et donc, j'y ai travaillé pendant 5 ans. Mais quand je retourne au Camp PC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, première promotion, management des projets et programmes, encore, je m'intéresse aux questions de genre. Et donc, je fais option genre et développement. Voyez-vous. Donc, vous voyez que déjà, l'intérêt pour les questions de genre est là. Je poursuis en disant que l'ONU Femmes, à l'époque, avait lancé un appel à candidature. Ça, c'est en quelle année? On était autour de 2016. On était autour de 2016. ONU Femmes lance un appel à candidature où ils veulent mettre en place un groupe, c'est-à-dire consultatif, société civile, ONU Femmes. Et donc, je dis, mais c'est une belle opportunité. ONU Femmes est une institution de référence. Et donc, appartenu à ce cercle, à ce groupe de réflexion, donc me permettra de connaître un peu plus les questions de genre et surtout maîtriser les procédures en matière de genre, etc. Donc, je postule et j'ai la chance d'être retenu. Donc, voilà comment je me lance vraiment dans les questions de genre. Est-ce que tu penses que les hommes comprennent, en tout cas l'homme ivoirien en général, comprend ces problématiques de genre? Vraiment l'ivoirien lambda. Mais c'est une belle question, c'est une question directe et je vais vous répondre directement. Je dirais qu'on ne peut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent rien du tout, il y a ceux qui font semblant de comprendre.
Ceux qui font semblant de comprendre, c'est pire. Surtout ceux qui font semblant de comprendre, souvent même ce sont les intellectuels. Oui. Ah oui, parce qu'ils sont souvent aussi les plus dangereux. Oui, ce sont les pires. Ah oui, malheureusement, ce sont les pires. Ce sont les saboteurs. Ah oui. Ce sont les saboteurs. Et je le dis parce qu'au moment où moi je m'engageais de façon très active pour la promotion de l'égalité de chance, de l'équité, respect du principe hommes et femmes, etc. Il y a certains qui me médisaient en disant, mais bon, on ne comprend pas. Pourquoi tu t'engages? Pourquoi tu t'engages autant? Tu es un homme. Voilà, tu es un homme, tu dois défendre la cause des hommes. Et ben voilà, tu te retrouves en train de défendre les femmes. Est-ce que tu ne veux pas faire la promotion de l'homosexualité par hasard? Incroyable. Ben voilà, donc beaucoup pensaient que j'allais faire la promotion de l'homosexualité. Incroyable. D'autres m'ont dit que... Et ça venait aussi des femmes. Les femmes m'ont dit, mais... Qui sont pires parfois. Ah oui, mais Ah oui. il y a certaines femmes qui m'ont dit, mais écoute, tu n'es pas une femme, tu ne maîtrises pas nos problématiques, les places qui sont dévolues aux femmes, vous voulez encore nous les ravir. Wow. Donc, c'est comme si mon procès était venu prendre la place des femmes. Wow. Et ça, c'est même pas seulement en Côte d'Ivoire, puisqu'on était dans une plateforme internationale. Et je me rappelle, il y a une femme d'une autre nationalité qui me disait, mais monsieur, excusez-moi, vous ne comprenez rien de nos problématiques. Vous n'êtes pas une femme, laissez-nous nous exprimer. Ces espaces-là, c'est fait pour nous. Mais à ces femmes-là, je voudrais leur dire, la problématique du genre, ce n'est pas une question de femme. Ouais. Le genre ne renvoie pas à une affaire de femmes. Le genre, ce n'est pas opposer les hommes aux femmes. Exactement. Il faut comprendre tout simplement que le genre est une approche de développement. Et si vous vous référez au document de référence de la Côte d'Ivoire, qui a été révisé maintenant, c'est le document de politique nationale de l'égalité, de l'équité et du genre, qui vient de sortir, qui a été adopté en Conseil des ministres le 25 mai 2025. OK. Et c'est disponible en ligne, hein? Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais ça a été adopté. Mais le premier qui avait été la boussole pendant longtemps, c'est celui de 2009, le document de politique nationale sur l'égalité des chances, l'équité et le genre. Mais le gouvernement ivoirien, dans sa vision, l'approche genre est une approche qui vise à réduire les inégalités. Toute forme d'inégalité entre les hommes et les femmes. Oui. Dans le but justement de construire une société plus inclusive, plus équitable et plus durable. Donc, aujourd'hui, le gouvernement utilise la problématique du genre comme un levier de transformation. Okay. Donc, transformation des rapports de pouvoir hommes et femmes, filles et garçons. C'est un levier d'inclusion en référence à l'agenda 2030 avec l'ODD 5, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes et des filles, pour dire que personne ne doit être laissé de côté. Oui. Donc, leave no one behind. Personne ne doit être laissé de côté, d'où le principe de l'inclusion. C'est ça. Donc, quel que soit, je vais dire, le projet ou le programme qu'on met en œuvre, il doit pouvoir identifier les catégories sociales, les groupes sociaux susceptibles d'être marginalisés, susceptibles d'être invisibilisés, susceptibles d'être exclus du processus de développement. Tout le monde doit profiter des opportunités de développement, d'où l'inclusion. Mais mieux, la question du genre est une approche de droits humains. Bien sûr. Donc, c'est un principe fondateur des droits humains. Il faut respecter les droits humains. Et ça fait même partie de la Constitution, les droits humains. Absolument. Quand vous prenez notre Constitution de 2016, mais la Constitution est très, très claire. Elle consacre le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Oui. Et quand vous regardez le préambule, quand vous regardez la disposition 35, la Constitution ivoirienne ne discrimine point. Donc pourquoi voulez-vous exclure certaines catégories sociales du processus de développement? Donc nous mettons en priorité tous les groupes qui sont susceptibles d'être marginalisés. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on porte nos lunettes de genre, la première des choses, c'est la détection, l'identification des inégalités, des discriminations. Une fois qu'on les détecte, on les identifie, il va falloir aller en profondeur vers
leur compréhension. Comprendre, c'est analyser. Quelles sont les causes immédiates, les causes lointaines, les causes profondes qui font qu'on a une situation de déséquilibre, une situation d'inégalité. Lorsqu'on comprend ces inégalités, alors on peut passer à la réponse ou à la solution. La réponse ou la solution dépendra de la nature des défis qu'on a identifiés et c'est une approche purement scientifique. Donc, pour moi, les questions de genre viennent affiner l'analyse que nous faisions. Oui. Et donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est une problématique transversale. Donc, tout le monde devrait s'inscrire dans cette posture scientifique parce que la problématique du genre, en trois points, je peux vous dire que le genre a une dimension sociologique. Et cette dimension sociologique, c'est de dire qu'on a des rôles sociaux qui sont différenciés. On a justement des rapports de pouvoir déséquilibrés. Nous avons des normes sociales qui encadrent nos comportements, nos attitudes, nos comportements. Et donc, nous sommes influencés par nos stéréotypes, influencés par nos pesanteurs socioculturelles qui prennent en compte le poids culturel, donc les us et coutumes. Mais tout cela en fonction de nos attentes. Donc la dimension sociologique, c'est aussi l'accès aux opportunités, l'accès aux ressources, c'est la responsabilisation, la participation. Est-ce qu'elle est inclusive? Donc vous voyez que les rôles sociaux vont influencer tout ce que nous faisons. Donc quel que soit le phénomène que nous étudions, est-ce qu'on tient compte de l'environnement socioculturel qui influence? Dimension sociologique. La deuxième dimension, le genre s'inscrit dans une démarche scientifique. Et cette démarche scientifique-là, elle est structurée. Elle repose sur des outils, des techniques, des stratégies, des méthodes. Donc aujourd'hui, le spécialiste genre, il a une boîte à outils. Donc sans boîte à outils, vous êtes un genre d'expert, vous n'êtes pas un expert en genre. Voyez-vous? Oui. Et la dernière dimension, c'est véritablement de voir que l'approche genre s'inscrit dans une approche de développement, donc qui vise à réduire ces inégalités, qui vise à réduire ces différentes formes de discrimination à l'effet d'obtenir des sociétés beaucoup plus justes, plus inclusives, plus équitables. Donc, voilà pourquoi moi, vraiment, je m'engage sur ces questions. Parce que les questions de genre nous permettent d'aller plus loin dans nos politiques publiques, d'aller plus loin dans les textes de loi que nous adoptons à l'hémicycle, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. Et ça nous permet d'aller plus loin dans les projets et les programmes de développement que nous mettons en œuvre. Parce que justement, aujourd'hui, faut-il être neutre? Faut-il être insensible au genre? Faut-il être aveugle au genre? Voyez-vous, c'est un risque. Quand vous êtes aveugle au genre, quand vous êtes insensible au genre, quand de façon délibérée, vous ne prenez pas en compte les différences, l'impact social sera un impact social négatif. Parce que vous allez exacerber les inégalités. Vous allez renforcer les clivages qui existaient. Vous allez renforcer, je veux dire, la marginalisation de certaines catégories sociales qui sont invisibilisées du fait des facteurs sociaux ou facteurs économiques qui ont été mis en place par nos mécanismes sociaux. Donc voilà, pour moi, c'est une problématique qui m'intéresse parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire a ratifié de nombreux instruments au niveau international. J'ai parlé de l'agenda 2030 au niveau de la CEDEF, qui est la Convention pour la lutte contre toutes les formes d'élimination à l'égard des femmes. Mais la CEDEF est la plus grande norme qui protège les femmes et les filles. Et la Côte d'Ivoire a ratifié. Donc, quand vous regardez au niveau régional, vous avez l'agenda 2063 des Nations Unies, mais c'est une vision inclusive au niveau de l'Union africaine. La preuve, les chefs d'État se sont tous engagés pour le respect de l'égalité de chance. Lorsqu'on regarde l'ordonnancement national, donc je veux dire l'opérationnalisation de ces instruments-là, au niveau national, vous avez la Constitution, mais dans tous les secteurs d'activité ou les secteurs d'intervention,
vous avez beaucoup de réformes qui sont faites pour promouvoir l'égalité de chance, l'équité, vraiment, et le genre. Donc, pour moi, c'est une problématique d'intérêt, c'est une problématique d'actualité. Et je ne suis pas dans l'égalité formelle. Moi, quand je parle de ces questions, je ne suis pas dans l'égalité formelle. Parce que l'égalité formelle serait de dire, oui, on a créé le cadre, l'environnement est favorable. Moi, je vais plus loin pour dire qu'il faut qu'on aille vers l'égalité réelle. L'égalité réelle, c'est la mise en œuvre de tout ce cadre juridique normatif qu'on a créé. Et c'est surtout le changement des mentalités. Et c'est le changement des mentalités. C'est là qu'on va pouvoir le percevoir. Exactement. Au-delà des programmes, au-delà des outils, la manière de détecter, c'est au contact des populations. Exactement. Hommes, femmes. Voir comment cela s'opérationnalise et comment concrètement ça change au niveau des mentalités. Exactement. Et comment ça aide aussi au développement. Parce que tu as parlé déjà le genre. C'est quoi le genre? Quand on dit genre, parce qu'en général, quand on dit genre, l'Ivoirien moyen pense femme. Oui. Mais c'est quoi le genre? Alors, de façon très simple, il y a une grosse différence entre sexe et genre. Le sexe renvoie à tout ce qui est différence biologique entre l'homme et la femme. Et ce n'est pas ça le genre. Le genre, c'est justement cette différence sociale. Et la différence sociale, il y a des indicateurs, les rôles qui sont dévolus en fonction du sexe. Qu'on soit homme ou femme, vous allez voir que les rôles sociaux ne sont pas les mêmes. On ne nous socialise pas de la même manière. Le sexe est une porte d'entrée. C'est une catégorie importante pour nous, mais elle va nous permettre de construire des rôles sociaux. Elle va nous permettre de construire des comportements, je parle de la société. Et donc, cette différence qui va exister dans les rôles sociaux, dans l'accès aux ressources, le contrôle des ressources, dans la participation aux sphères de prise de décision, c'est ça justement qui va nous permettre de dire que le genre va renvoyer à cette différence sociale. Donc le genre, de façon plus simple, c'est l'ensemble des rôles sociaux qui sont dévolus par la société en fonction du sexe et qui est susceptible de varier dans le temps et dans l'espace. Voyez-vous? Et donc, vous conviendrez avec moi que chaque pays donne un contenu à la problématique du genre. Chaque pays. Le genre au Canada, ce n'est pas le genre au Nigeria, ce n'est pas le genre au Burkina, ce n'est pas le genre au Libéria, ce n'est pas le genre au Rwanda. Et donc, la Côte d'Ivoire va donner sa vision, son contenu dans son document de politique nationale de l'égalité, de l'équité et du genre. Et donc, ici, en Côte d'Ivoire, notre approche, c'est véritablement d'utiliser le genre en mettant le focus sur l'identité binaire. Donc, nous, ici, l'analyse des identités est binaire. Donc, c'est homme et femme. Homme et femme. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est-à-dire, c'est cet ensemble de rôles qui sont assignés par la société et qui est susceptible de varier d'une ère socioculturelle à une autre, d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de figé. Et donc, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir, c'est une manière de sentir. Et donc, tout cela est influencé par les facteurs socio-culturels. Donc, c'est un peu ça. C'est une différence sociale, tout simplement. En tout cas, j'espère que c'est assez clair pour vous, parce qu'on parle souvent de genre. Le genre, on entend beaucoup parler aussi pendant la Journée internationale des droits de la femme. Et je pense que pour l'internaute moyen, l'Ivoirien moyen et même l'Africain moyen, il n'arrive pas forcément à percevoir la notion de genre. Et là, c'est expliqué donc par notre expert, Monsieur Koulibaly. Et j'espère que vous n'allez plus faire l'erreur, que vous allez pouvoir faire le distinguo. Comme il a précisé, ça dépend aussi des pays, donc des sphères sociales dans différents pays, parce que chacun met le contenu qu'il veut
Exactement. dans la notion de genre. Et bien sûr, vous mettez le maximum de likes, comme d'habitude, sur chacun des épisodes, comme je vous le demande à chaque fois. Donc, bien sûr, sur cet épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, parce que là, on a dépassé les 60 000 abonnés. Et je sais que grâce à vous, on aura l'occasion d'arriver à 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Et je compte sur vous, bien sûr, pour laisser des commentaires et poser des questions donc à M. Coulibaly sur les questions de genre et de masculinité positive. Mais avant d'arriver à la masculinité positive, concrètement, parce que tu as parlé de ça, comment les notions de genre, quand elles sont bien appliquées, bien cernées, bien mises en œuvre, aident au développement de mon pays, la Côte d'Ivoire? Alors, tout simplement, si les gens comprennent que le genre, ce n'est pas une affaire de femmes, si les gens comprennent que le genre, ce n'est pas favoriser les femmes, si les gens comprennent que le genre, ce n'est pas opposer les hommes aux femmes, si les gens comprennent que le genre, ce n'est pas l'homosexualité, si les gens comprennent que le genre, ce ne sont pas les minorités, mais qu'ils comprennent que le genre, c'est une approche de développement qui vise à réduire les inégalités, et cette approche de développement mobilise des outils, des techniques, des méthodes, des stratégies pour pouvoir mener à bien le processus de changement que nous voulons, pour qu'il soit inclusif, équitable et durable. Donc ça, c'est un préalable. S'ils l'ont compris, ils comprendront que si on regarde, et si l'émergence était une femme, un rapport de la Banque mondiale qui avait été écrit en 2017, si ma mémoire est bonne, dans ce document, il est clairement indiqué que la Côte d'Ivoire perd entre 6 et 8 milliards de dollars chaque année parce que la politique genre n'est pas mise en œuvre. Autrement dit, notre PIB, notre produit intérieur brut, n'est pas un produit intérieur brut à 2 chiffres, tout simplement parce qu'il y a une persistance des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, pour nous, quand vous regardez les secteurs, quand vous prenez le secteur de l'éducation, aujourd'hui, vous savez que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts. Au niveau du préscolaire, on a plus de filles que de petits garçons. C'est-à-dire là, on a dépassé la parité. Au niveau du primaire, on était à une parité, une quasi-parité, mais avec un léger avantage encore pour les filles au niveau du primaire. Et lorsqu'on regarde au niveau du premier cycle, les difficultés des petites filles, ce n'était pas l'accès, mais c'était surtout le maintien. C'est ça, le maintien. Donc, le maintien de la jeune fille à l'école est un défi. Est-ce qu'on en prend conscience? Pourquoi c'est un défi? Parce que justement, elle va se retrouver dans un environnement scolaire. Est-ce que cet environnement scolaire est sûr? Lorsqu'on se retrouve avec des toilettes qui ne sont pas aménagées, adaptées à la sexo-spécificité, c'est difficile, justement, pour une fille qui est en menstrue, de se retrouver dans les mêmes toilettes que le petit garçon. Parce qu'elle, visiblement, elle va y mettre un peu plus de temps. Donc, l'hygiène menstruelle, est-ce que ce sont des éléments qui sont compris de tous les hommes? Par exemple, la pédagogie, est-ce qu'elle est sensible lorsqu'on est en milieu scolaire? Parce que lorsque vous, dans votre esprit, vous avez des stéréotypes qui vous influencent en disant, par exemple, que les hommes sont beaucoup plus doués en mathématiques. Mais c'est un stéréotype qui est dangereux. Ou bien Mariam va au marigot. Ou bien Mariam va au marigot, c'est elle qui est dans les tâches domestiques. Pour quelqu'un qui vient distiller la connaissance, le savoir, c'est dangereux. Et donc, la problématique du maintien de la jeune fille à l'école, la problématique aussi de l'achèvement. Donc, accès, maintien, achèvement. Et donc, vous voyez que quand on parle de problématique de l'éducation, on va se rendre compte qu'il y a encore des défis. C'est vrai que nous avons la loi de 2015, n'est-ce pas, pour la scolarisation obligatoire. Oui, la scolarisation est obligatoire, ça c'est bien, c'est pour l'accès, mais qu'en est-il du maintien et de l'achèvement? Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui, vous avez le report de scolarité. Le report de scolarité, une fille qui contracte une grossesse, vous voyez, elle n'est pas renvoyée. Elle a la possibilité de conduire sa grossesse à terme. Et puis, elle revient dans le système
sans dire qu'elle exclut, elle peut reprendre sa classe. Ça, c'est déjà en cours. Mais c'est une grosse avancée qui est déjà en cours. Je rappelle à toutes fins utiles qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, vous avez un document de politique genre pour dire que notre ministère est sensible à ces questions. D'ailleurs, il existe une direction en charge de l'égalité et de l'équité genre, la 2G. Aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, des efforts sont faits pour lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre en milieu Est-ce qu'on arrive à réduire aussi le nombre de grossesses précoces en milieu scolaire? Parce que c'est une problématique aussi. Alors, c'est une grosse problématique. Vous avez vu un peu les statistiques. On était en moyenne autour de 5000 cas de grossesse par an. Mais vous avez vu la mobilisation de toutes les parties prenantes. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais il y a eu un engagement du gouvernement ivoirien, un engagement de la société civile, un engagement de tous les partenaires au développement. La sensibilisation se poursuit et justement, l'une des réponses que le gouvernement a apportées, c'est aussi la construction des collèges de proximité. Oui. Parce que vous savez que les cas de VBG, c'est entre l'école et la maison. Oui. Mais quand entre l'école et la maison, vous avez les petits métiers qui manipulent toujours de l'argent, ils sont toujours liquides. Lorsqu'on se retrouve devant des petites filles en situation de vulnérabilité, vous voyez qu'elles sont facilement exposées et manipulables. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer ces cas de VBG. Il y a aussi des causes économiques. Lorsqu'on se retrouve avec des questions de pauvreté, où les parents sont dans un village et la fille est dans une commune en train d'aller à l'école sans soutien, sans cellule familiale. On la dépose chez un tuteur comme ça. Un tuteur, c'est difficile. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer ces cas de grossesse, mais rassurez-vous, moi je pense que la société civile joue sa partition à travers la sensibilisation, la prévention, et le gouvernement ivoirien a mis en place tout un dispositif, justement, au niveau de l'école. Quand vous regardez aujourd'hui, je pense que dans les écoles, il y a quand même des points focaux genre, il y a des cellules genre qui prennent le relais pour sensibiliser, former ces jeunes filles, ces petits garçons, parce que les petits garçons aussi sont des cibles qu'on ne doit pas laisser de côté. Si vous travaillez sur la petite fille, il faut travailler sur les petits garçons. Voilà, parce que c'est vraiment ensemble. C'est ça, c'est inclusif. C'est inclusif. Parce que c'est ce qu'on disait un peu au début, quand on échangeait avant l'émission. Moi, ma vision, c'est de pouvoir, dès le primaire, avoir cette inclusion et cette collaboration entre le petit garçon et la petite fille sur différentes activités. C'est vrai qu'on parle de problématiques sociales, mais par exemple, dans certains univers d'autres pays, par exemple, on voit des petits garçons et des petites filles en maternelle qui apprennent à faire la cuisine ensemble, à faire des tâches ménagères ensemble, à débarrasser la table à la cantine. Tout le monde le fait, ce n'est pas une tâche réservée aux petites filles. Par exemple, dès la petite enfance, commencer à introduire ces notions d'égalité, d'inclusion, dès la petite enfance. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on pourrait envisager? Parce que pour les plus grands, c'est difficile. On va dire que c'est peine perdue pour travailler sur cette mentalité. Est-ce que c'est possible à partir de la petite enfance? Mais je pense que l'analyse que tu viens de faire est juste. Elle est totalement pertinente. Parce qu'effectivement, pour moi, le moteur de tout changement social, c'est l'école. Oui. C'est l'école. C'est la base. Si nous voulons inverser la courbe des VBG, la courbe des inégalités, des disparités, des discriminations, si nous voulons inverser, puisque c'est un problème comportemental, il va falloir agir sur l'école, l'éducation. Et c'est pour cette raison que le gouvernement s'est doté, au niveau du secteur de l'éducation formation, d'un document de politique genre. Et donc, effectivement, si dès la base, nous insufflons des valeurs, parce qu'aujourd'hui, la problématique du genre rime avec des valeurs. Ce sont des valeurs d'égalité. Donc, c'est l'égalité de chance. Parce que beaucoup d'hommes parlent de genre sans comprendre que ce qu'on demande simplement, c'est l'égalité de chance. C'est l'égalité de chance. On ne choisit pas de naître une petite fille. On ne choisit pas de naître un petit garçon.
Parce que quand on nous parle, on a l'impression que quand on est une petite fille, automatiquement, on est victime ou on est exposé. Non. Nous devons veiller à la création d'un environnement favorable. Sain, sûr, oui. pour que les petites filles et les petits garçons aient les mêmes chances de réussite. C'est pour cette raison que quand vous regardez l'ODD 4, accès à une éducation de qualité, il faut que les uns et les autres comprennent que empêcher un petit garçon ou une petite fille d'aller à l'école, c'est un cas de drosse. Oui. C'est un cas de déni de ressources, d'opportunités de services, parce qu'aller à l'école est une opportunité. Donc si vous empêchez un petit garçon, parce que c'est un enfant bouvier, au nord de la Côte d'Ivoire, vers Odiéné, parce que c'est un enfant bouvier, vous l'empêchez d'aller à l'école et vous scolarisez la petite fille. Mais là aussi, vous faites du tort au petit garçon. Donc ça, c'est un cas de drosse. Oui. Donc pour nous, bien entendu, il faut véritablement travailler, mais en sortant de cette approche femme et développement. Parce que c'est ce qui freine un peu l'engagement des hommes. OK. C'est ce qui freine l'engagement des hommes. Parce que quand les hommes... Oui, ben, quand vous êtes dans une approche femme et développement, le centre d'intérêt pour vous, c'est la femme. Donc, c'est la fille. Le problème, c'est l'exclusion de la femme ou sa marginalisation du processus de développement. Et ce que vous proposez, c'est le renforcement de son pouvoir économique. Donc, on parlait d'empowerment, etc. Oui. Et il y a beaucoup d'activités d'AGR, de fonds, oui. etc. Mais vous avez vu que l'une des limites, c'est que les VBG ont émergé. Oui. Mais parce que justement, la femme n'hésite pas. Comme s'il y avait une levée de bouclier, oui. parce que les hommes se sentent désavantagés. Mais attendez... Mais comment trouver le juste milieu? Parce que, bon, en même temps, la femme subit beaucoup d'inégalités. Oui. Comment on dit, le fossé, le gap en termes d'accès à l'éducation, d'accès aux opportunités, de violences basées sur le genre. Et encore, je n'ai pas de chiffres, mais il est encore assez grand. Mais oui, actuellement, on a plus de 10 000 cas de VBG qui ont été documentés et pris en charge en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour quelle année? Oui, puisque nous sommes en 2026. Donc, oui, 2025, on est à plus de 10 000 aujourd'hui. En 2011, on était à 711 cas de VBG. Là, on a 10 000 pour 2025. Plus de 10 000. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont confiance en nos institutions. Parce que quand les Ivoiriens se rendent, par exemple, dans les centres sociaux, dans les complexes socio-éducatifs, dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie, qu'ils se rendent également dans les hôpitaux pour dénoncer les cas de VBG, c'est parce qu'il y a un capital confiance. Et donc, si de 711 cas où on était dans la culture du silence, on déconstruit cette culture du silence pour commencer à dénoncer officiellement ces cas. Parce que la parole est libérée. La parole est libérée. Ça veut dire qu'il faut féliciter à la fois l'État de Côte d'Ivoire, féliciter les partenaires au développement qui nous accompagnent, féliciter également le secteur privé et la société civile. Oui. C'est cette synergie-là qui nous permet aujourd'hui de donner la parole à tout le monde et de la libérer. Donc pour nous, ça c'est un point important. Maintenant, si on veut les leviers transformatifs, il faut commencer par la cellule familiale. Parce qu'aujourd'hui, si ces valeurs d'égalité, d'équité ne sont pas vécues dans la cellule familiale, donc vous allez avoir des enfants qui vont reproduire le même modèle déséquilibré. La reproduction. Donc c'est la reproduction sociale. Je rappelle à toutes fins utiles, qu'est-ce que Jean Piaget nous dit? Jean Piaget nous dit que c'est dans la prime enfance que les éléments socio-culturels se cristallisent le mieux chez l'enfant. Donc si nous voulons avoir une société avec des valeurs positives, des valeurs d'égalité, respect de la dignité. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la problématique du genre recommande? C'est le respect de la dignité. C'est le respect des droits humains in fine, quel que soit le secteur d'intervention. Donc pour nous, le travail commence dans la cellule familiale. Le paradoxe qu'on a, ou le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous appartenons à des sociétés patriarcales qui ont bâti un modèle sur les rapports de pouvoir déséquilibrés. Et donc, la petite fille est socialisée simplement pour qu'elle soit une bonne mère. C'est ça, pour qu'elle soit une bonne mère, une bonne épouse. Voilà. Simplement. Et l'homme est socialisé pour qu'il soit, je veux dire, cet être
qui a ce leadership stratégique pour qu'il soit pourvoyeur d'emploi et qu'il prenne en charge. Donc, est-ce qu'on va continuer à perpétuer? Je me permets d'ajouter, oui. Il n'est pas sociabilisé à être un bon mari, un bon compagnon, un bon époux, un bon partenaire, on va dire. Absolument. Et donc, pour nous, c'est ce modèle de socialisation qu'il va falloir questionner. Il faut revoir le modèle de socialisation parce que pour moi, c'est une société qui banalise les violences. Bien sûr. C'est une société qui accepte les violences, Bien qui sûr. tolère les violences. Oui. Et souvent, on a une prime à l'impunité. Bien sûr. À cause du statut social de la femme, parce qu'elle est née femme, la société va jusqu'à dire qu'on peut la recadrer, oui. On peut la discipliner. Exactement. Donc, vous voyez, la violence devient ici un instrument de resocialisation ou de discipline. C'est-à-dire, on rediscipline la femme. Voyez-vous? Et donc, c'est comment on change de mentalité. Comment on change de mentalité. Pour changer de mentalité, il faut comprendre que dans l'analyse de l'économie politique de nos pays, le pouvoir appartient généralement aux hommes. Les hommes sont détenteurs de pouvoir. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il va falloir cibler les hommes. Changer la mentalité, cibler les hommes, changer leur masculinité pour qu'on puisse inverser la courbe. Il faut une masse critique d'hommes qui ne soit plus dans le déni de la réalité. Et qui ne soit pas complexé par ce sujet. Qui ne soit plus complexé, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans une situation de supériorité. Ou dans un rapport de force. D'ailleurs, c'est un piège. Oui. Est-ce que vous savez que autant les femmes sont victimes, je veux dire, de cette société patriarcale, autant les hommes aussi sont victimes de cette société patriarcale. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on n'arrive pas à libérer justement nos émotions, nos sentiments. Et donc, notre vulnérabilité masculine, on ne l'exprime pas assez. Exactement. Et ça nous expose au suicide, ça nous expose aux problématiques de santé mentale. Exactement. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent même pas à se confier. Oui. Et pour nous, c'est la masculinité positive à travers cette masse critique d'hommes qui ne soit plus dans le déni de la réalité, mais qui soit engagé pour la déconstruction des stéréotypes sexistes, des normes sociales patriarcales. Il faut les déconstruire et il faut accompagner l'autonomisation des femmes. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me regardent en ce moment, libérons le plein potentiel des femmes. Exactement. Libérons le plein potentiel des femmes parce que les femmes, depuis Esther Bossirop, 1975, Esther Bossirop, qui est agronome, a démontré que la femme a également un rôle productif. Ça veut dire que la femme est un acteur de développement économique et social. Mais on le voit dans nos sociétés rurales. Mais oui. C'est la femme qui se lève au premier dans la cellule familiale, qui va faire chercher l'eau, qui va chercher les fagots, qui se lève avant tout le monde, qui s'occupe de tout avant que le monsieur lui se lève plus tard, qui s'occupe des enfants, des tâches ménagères, qui gère toute la cellule familiale. Tout repose sur la femme et qui en plus doit être pourvoyeuse d'une certaine manière de sources de revenus dans les villages. Exactement. Et donc la femme a un rôle central. Bien sûr. Pour nous, ce que nous prenons, c'est cet engagement des hommes et des garçons. Donc ça va jusqu'à la prime enfance. Exactement. Donc la cellule familiale, l'école également ne doit pas reproduire les inégalités. Exactement. L'école doit pouvoir créer un environnement sûr où on va éduquer la petite fille et le petit garçon à des valeurs d'égalité. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, des clubs de discussion entre les garçons, je prends les lycées et collèges, entre les garçons et les jeunes filles pour parler ensemble? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une cloison entre les deux. Ouais. Qu'ils se retrouvent pour parler de sujets qui les concernent tous les deux. Ouais. Que les filles, par exemple, puissent parler de ce qu'elles vivent pendant leur menstru, comment elles se sentent, pour qu'ils comprennent aussi, les petits garçons comprennent. Pour ne pas stigmatiser ces petites filles. Oui, mais effectivement, je sais qu'on a de l'existant. On a de l'existant. Quand vous prenez, par exemple, l'ONG Bloom, l'ONG Bloom a mis en place... Donc, la fondatrice. Oui, absolument. Madame Lidegwe, qui a un travail formidable, qui aujourd'hui a créé un pool de mentors. Et donc,
il y a des clubs de leadership féminin, il y a des clubs de leadership masculin. Ça veut dire on essaie justement de prendre à la base ces enfants-là, ces petits garçons qui sont déjà au primaire ou au collège, on essaie justement de les former sur ces problématiques contemporaines, des problématiques d'actualité pour qu'on ne tombe pas dans la stigmatisation ou qu'on ne reproduise pas cette masculinité toxique. Et donc, il y a de l'existant. Je vous ai dit qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a la politique genre qui est en train d'être mise en œuvre. Aujourd'hui, tous les DRENA, les directions régionales de l'éducation nationale sont informés, sensibilisés, formés sur ces questions. Il y a des feuilles de route qui leur permettent de faire la promotion de ces clubs inclusifs. Et donc, ces enfants-là, effectivement, ont commencé à être socialisés à ces valeurs positives. Donc, on retrouve ces clubs inclusifs donc de jeunes garçons, de petits garçons et de petites filles dans les lycées, les collèges. Dans les collèges. Mais ça va être encore plus déployé sur tout le territoire. Il faut continuer à déployer parce qu'en réalité... nous qui travaillons sur ces questions de masculinité positive, nous, on utilise ce qu'on appelle les sessions de dialogue social. Ce que nous faisons, c'est que nous ciblons les hommes. Donc, en fonction, ça peut être des adolescents, ça peut être des jeunes jusqu'à 35 ans, ça peut être des adultes, ça peut être des personnes du troisième âge. On crée des sessions de dialogue social qui sont des espaces sûrs où ces hommes-là peuvent libérer leur vulnérabilité, la parole. Parce qu'il faut travailler aussi avec ces hommes pour qu'on comprenne pourquoi ils sont auteurs des violences. Je me rappelle en 2020, lorsque nous avions créé le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère de la Femme, Famille, Enfants, avec l'appui d'un partenaire que je ne citerai pas. Mais je vous assure que nous avons conduit une grosse étude sur les violences basées sur le genre. L'étude a démontré que les hommes sont les principaux auteurs des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. L'étude a démontré que les hommes sont les artisans du règlement à l'amiable. L'étude a démontré que les hommes sont les vecteurs de l'idéologie patriarcale. Et donc, en réalité, ces hommes-là, il va falloir créer cet espace de dialogue pour qu'on libère la parole chez eux, pour qu'ils nous disent pourquoi et dans quelles conditions ils sont auteurs de ces violences. Il faut qu'on comprenne. Identifions les normes sociales qui retiennent captifs ces hommes-là. Quelles sont ces normes sociales? Quels sont ces stéréotypes dans lesquels ils s'enferment pour ne pas qu'ils puissent libérer, je vais dire, la parole ou leur vulnérabilité. Donc, c'est pour cette raison que dans cette masculinité positive, nous avons les vendredis du genre que nous organisons chaque mois. C'est où? Soit l'avant-dernier vendredi ou le dernier vendredi, dans nos locaux au niveau du Rexy. C'est dans quelle commune? Oui, au niveau de Cocody, nous sommes dans la zone de Faya. Voilà, surtout à la Riviera Ephrata. Quand vous êtes à Faya, Riviera Ephrata, nous avons nos locaux. Et donc, c'est de façon hybride, en présentiel et en ligne. Donc, ce que nous faisons, nous avons des thématiques que nous présentons chaque mois. Et vous n'avez pas besoin d'être spécialiste. Même si vous êtes néophyte, on crée l'espace d'apprentissage, d'information, on communique, on sensibilise, on forme sur ces problématiques de genre, d'inclusion, de droits humains, mais surtout de masculinité positive. Voyez-vous? Et d'autres pays se connectent. Et ça dure déjà 2 ans que nous travaillons. Et donc, ça, c'est un levier. Je vais partager le lien de la page Facebook. C'est à partir de là qu'on peut suivre l'actualité. Oui, mais nous, on travaille beaucoup plus sur LinkedIn et on a nos plateformes. Voilà, on a nos plateformes. Donc, je vais les partager. Et ce que nous faisons, nous avons ces sessions de dialogue social. Et nous avons travaillé avec des partenaires. Et ces partenaires-là nous ont permis de mettre l'accent sur la santé sexuelle et reproductive. Et donc, on regarde un peu dans la cellule familiale lorsqu'on aborde les questions de contraception. Ah oui, quelle est la place de l'homme dans le choix des contraceptifs, par exemple? Bien sûr, oui. Voyez-vous? Parce qu'en général, tout repose sur la femme quand elle tombe enceinte. Voilà. Mais tu aurais dû faire attention. Mais toi, tu n'aurais pas dû déjà partir avec elle. De toute façon, tu aurais dû mettre le préservatif également. Voilà. Et donc, ça veut dire que les sessions de dialogue social nous permettent d'identifier un thème ou un sujet. Et on a une approche
diagnostic où on fait le tout, on essaie d'identifier les problèmes, les défis, les causes, etc. Et puis après, on leur dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Et dans une perspective de masculinité positive, on essaie justement de renforcer leurs capacités. Et donc, session de dialogue social suivie de session de formation. Et la session de formation nous permet justement de leur dire que les comportements que vous adoptez ne sont pas des comportements neutres. Ce sont des comportements qui sont socialement construits. C'est justement parce que vous avez été socialisé à ces rôles, dans votre famille, à ses responsabilités, dans la cellule familiale, à l'école, par les groupes de pairs, au niveau même de la communauté, donc vous ne faites que reproduire. Donc vous voyez, donc comme ces comportements ne sont pas neutres, il faut prendre conscience de ces facteurs d'influence et voir comment, dans notre processus, on peut changer de mentalité en se disant qu'il va falloir préserver la dignité, protéger les droits humains et faire en sorte que l'égalité de chance hommes et femmes soit une égalité qu'on recherche à tout point de vue. Est-ce que les entreprises, parce que lorsque le jeune homme devient un homme, il travaille, il rentre dans le monde de l'entreprise, est-ce que les entreprises, les institutions ont des cellules également de discussion pour les hommes, où les hommes peuvent se confier, où les hommes peuvent aussi parler aux femmes de ce qu'ils vivent et écouter également les femmes, tout ça dans une question de dignité et d'inclusion? C'est un travail à faire. Oui. Je pense que c'est un travail à faire. N'oublions pas qu'au niveau du gouvernement, quand vous regardez le ministère de la Femme, Famille, Enfants, c'est un ministère qui a le lead sur ces questions. Et il y a un processus d'institutionnalisation qui a effectivement commencé dans le secteur public. Mais le secteur privé, on n'est pas encore monté en puissance. On n'est pas encore monté en puissance. Et vous savez que le secteur privé sont les entreprises. Et les entreprises sont dans un autre paradigme. C'est la recherche du profit. Est-ce que vous venez parler de gens dans une entreprise? Il va falloir bien poser le problème. C'est vrai qu'il y a des entreprises citoyennes qui utilisent la RSE, donc la responsabilité sociétale d'entreprise, pour aborder ces problématiques de genre. Mais il faut faire attention parce qu'on est dans un autre environnement où ce ne sont pas des questions de justice sociale. Si vous venez aborder la question du genre comme une question de justice sociale dans une entreprise, ils risquent de vous regarder et dire, vous parlez de quoi? Eux, ils ont besoin de capital, ils ont besoin de chiffres, de productivité, de performance. Donc, il faut poser la problématique sous l'angle de l'égalité professionnelle et leur montrer quels sont les bienfaits, les avantages de cette égalité professionnelle, parce que justement, vous allez montrer l'incidence de ce qu'ils doivent prendre comme action pour améliorer leur productivité, améliorer leur performance et surtout mettre au travail ces ressources humaines qu'ils ont mobilisées. Parce que c'est le capital humain. Et donc, qui dit capital humain, c'est comment on crée un environnement entrepreneurial ou un environnement d'entreprise qui soit débarrassé du harcèlement sexuel, qui soit débarrassé de tout ce qui est violence ou abus d'autorité, débarrassé de tout ce qui est violence basée sur le genre. Il faut leur expliquer comment prendre en compte le work-life balance, c'est-à-dire vie privée, vie professionnelle. Parce que si vous avez un manager qui ne comprend pas l'articulation vie privée, vie professionnelle, au moment où il est 18h, il vous bombarde de boulot, passez-moi l'expression, il vous donne beaucoup de travail, alors qu'il oublie que vous, en tant que femme, vous devez vous assurer que la cellule familiale aussi, n'est-ce pas, fonctionne pour que vous soyez équilibré au niveau, surtout votre performance en entreprise. Donc, l'égalité professionnelle, pour moi, est le meilleur moyen d'intégrer la problématique du genre dans le secteur privé. Et les entreprises qui travaillent sur ces questions, je pense que ces entreprises sont les entreprises citoyennes. Bien sûr. Parce que justement, le secteur privé n'y échappe pas. On parle de processus d'institutionnalisation. La Côte d'Ivoire est évaluée. Nous allons en 2030, la Côte d'Ivoire serait évaluée. Est-ce qu'on a atteint les 17 ODD? Donc, que ce soit le secteur de développement durable, que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé,
tout le monde doit accompagner le gouvernement ivoirien pour que les 17 ODD soient déclenchés et que les indicateurs soient ouverts. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut sensibiliser et il faut former. Toutes les entreprises devraient faire un diagnostic de leur égalité professionnelle et puis proposer un plan d'action genre, donc un plan d'action d'égalité professionnelle pour renforcer les procédures, pour qu'elles soient inclusives, renforcer tout le dispositif, projet, programme, pour que nul ne soit laissé de côté. Laissé pour compte. Et je pense que c'est en termes même d'image pour les entreprises, parce que comme tu parles de RSE, oui. Remplir les conditions d'égalité sociale, l'égalité du genre dans une entreprise, ça améliore même la perception du grand public. Ça donne envie, parce que les gens aussi jugent par la valeur, les valeurs morales que présente l'entreprise pour même acheter, pour même s'engager même pour l'entreprise. Ça peut beaucoup aider au-delà de, oui, l'aspect productivité, mais c'est des notions qui comptent aussi de plus en plus. Oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, lorsqu'une entreprise fait preuve de non-discrimination, c'est une entreprise qui augmente son capital réputation, son capital visibilité, son capital confiance auprès des autres partenaires. Et donc, pour nous, il faut s'inscrire dans cette recherche effrénée d'environnement qui soit débarrassé de tous ces comportements à risque, ces comportements sociaux déviants, et prôner des responsabilités ou des comportements responsables, mais qui soient aussi éthiquement corrects. Et ça, c'est très important. Tu as beaucoup parlé de masculinité positive parce que c'est ce que tu prônes. Comment concrètement un homme qui décide de s'engager dans une masculinité positive parce qu'il était dans une masculinité toxique, comment cela l'aide à améliorer même son mode de vie, son quotidien, ses rapports aux autres et tout? Comment on reconnaît un homme qui a une masculinité positive? Alors, c'est une question qui est sensible. C'est une question qui est complexe. Parce que... Et est-ce que tu as des exemples d'hommes? Il n'y a pas de standard en la matière. Ce que nous faisons humblement à notre niveau, chaque fois que nous sommes confrontés à cela, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, nous soyons des rôles modèles. Rôle modèle déjà dans notre cellule familiale. Alors, personnellement, ce que je fais, c'est de m'assurer déjà que à la maison, en termes de répartition des tâches domestiques, j'ai échangé avec mon épouse et j'ai même dû demander à mon épouse de suivre aussi la formation pour qu'on soit au même niveau d'information. Avant, par exemple, quand le petit garçon rentrait dans la cuisine, elle lui disait « Non, c'est pas ta place. Les filles, elles doivent s'occuper de la cuisine. Toi, tu dois aller étudier, etc. » Donc, on a dû déconstruire tout ça pour lui faire comprendre que permettre aux enfants, dans les tâches domestiques, de le faire ensemble sans tenir compte de leur sexe, ça leur ouvre davantage de champs. Parce que demain, si cet enfant-là est intéressé par les questions de cuisine et autres, il peut se perfectionner et puis devenir un grand chef cuisinier. Voilà. Et donc, les petites filles, c'est la même chose. Elles s'intéressent à tout ce qui est jeu de créativité, jeu d'intelligence, etc. Ce n'est pas réservé aux hommes. Donc, ça commence dans la cellule familiale. Chez moi, par exemple, vous allez constater que les petits garçons, quand on finit, tout le monde débarrasse. Voyez-vous. Il lave les assiettes. Voilà. Donc, chacun a ses jours où il fait sa petite lessive. Quoi qu'on a une aide. Mais je veux dire, ça commence à la maison. La répartition des tâches ne doit pas être déséquilibrée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, toujours dans la cellule familiale, c'est la prise de décision. Lorsque la prise de décision se fait et que vous prenez la décision, vous informez le partenaire, vous n'êtes pas dans un modèle de cogestion. Voilà, l'autonomie, ça passe aussi par le respect et puis une participation inclusive dans notre processus. Donc, si vous êtes avec un partenaire, il faut l'associer, lui faire comprendre
quelle est votre vision et comment vous voulez conduire pour que sa vision aussi soit intégrée. Donc, tout commence dans la cellule familiale. Et ce qui fait que quand vous êtes dehors, mais vous faites attention à un certain nombre de choses. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas vous exposer. Et donc, le fait de faire partie de cette catégorie d'hommes qui promeut l'égalité des chances, l'équité et le genre, c'est un style de vie. C'est une manière de faire, c'est une manière d'agir, c'est une manière de sentir. Moi, je vais avec mon épouse au marché et on fait le marché ensemble au forum, par exemple. Mais quand vous arrivez au forum d'Adjamé, mais c'est les mêmes femmes qui disent à mon épouse, qu'est-ce qu'il fait derrière toi? L'argent que tu lui as donné là, c'est ce qu'il est venu surveiller. Donc, souvent aussi, les femmes peuvent être toxiques. Oui, en fait, elles doivent même être formées, en fait. Il faut qu'on forme aussi les femmes parce qu'on est dans des logiques où, quand les hommes font des efforts, ils veulent changer automatiquement. On commence à dire non, ils veulent contrôler. Ou bien sa femme le contrôle. Ou bien sa femme le contrôle, la femme le commande, etc. Et donc, on doit se décomplexer tous. Et les femmes, elles veulent l'égalité de chance. Mais il faut aussi qu'elles changent de mentalité. Parce qu'elles veulent l'égalité de chance, elles le disent, mais souvent, elles ne sont pas prêtes à mettre la main à la poche. Oui. Par exemple, lorsqu'on est en face de dépenses réelles, elles vous disent que c'est toi qui m'as marié. Donc ça aussi, il faut faire attention. Parce que c'est encore des stéréotypes. Mais c'est des stéréotypes. C'est toi qui m'as marié, c'est toi l'homme. Oui. Donc, si on veut... On va dire que c'est quand ça nous arrange. Effectivement. Ouais. Donc, il faut que les femmes aussi nous aident à les aider. Oui. Voilà, les femmes doivent nous aider à les aider. Il faut qu'elles comprennent aussi et qu'elles changent de mentalité. Oui. Il faut qu'elle change de mentalité. Dire après que c'est toi l'homme, c'est toi qui m'as marié. Et puis vouloir l'égalité. Vouloir en même temps l'égalité. Oui. Nous disons non. Aujourd'hui, vous savez qu'on a des hommes battus. Oui. Les hommes sont battus. Les hommes en Côte d'Ivoire, ils souffrent. Les hommes partout ailleurs, ils souffrent. Est-ce qu'on a des statistiques, par exemple? Malheureusement. Parce que les hommes ont honte d'aller... Mais ils ne peuvent pas. Oui, au commissariat. Si l'homme a été socialisé à la domination, à la virilité, oui, à la domination, à l'autorité, diantre, devant quel commissariat voulez-vous qu'il parte se plaindre? Parce que c'est les mêmes hommes qui vont se moquer de lui au commissariat. La sanction sociale est immédiate. Bien sûr. La sanction sociale est immédiate. Donc, c'est pour cela que je dis, autant les femmes sont victimes de ce système patriarcal, les hommes aussi sont victimes de ce système patriarcal. Je demande aux hommes qui me suivent de prendre leurs responsabilités et de dénoncer toutes les formes de violence qu'ils subissent également. C'est important. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faudrait pas avoir honte. Les hommes sont victimes de violences physiques. Les hommes sont victimes de violences psychologiques et émotionnelles. Et ça, c'est au quotidien. Oui. Voyez-vous, c'est au quotidien. Parce qu'on va me dire que les femmes ne battent pas les hommes, soit. Mais il y a certains hommes qui sont battus. Mais mieux, les hommes sont toujours victimes de jurons. Oui. Donc, les violences psychologiques et émotionnelles, où on essaie de déconstruire aussi son estime de soi, de la même manière qu'on le ferait pour une femme. Ces hommes-là aussi sont souvent victimes aussi d'harcèlement. Il faut le dire. Oui. Les agressions sexuelles, les hommes sont victimes. Et c'est banalisé. Oui. Et donc, autant on dénonce les violences basées sur le genre dont sont victimes les femmes, il faut aussi dénoncer les violences dont sont victimes les hommes et les petits garçons. Et ça, pour ajouter à ce que tu dis, les réseaux sociaux sont un exemple parfait de comment les hommes vivent cette situation et comment eux-mêmes y réagissent. Parce que, par exemple, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, quand un petit garçon est victime de viol, ou un homme est victime de viol, je prendrais le cas d'un homme qui est victime de viol par un autre homme ou par une femme, ce sont les mêmes hommes dans les commentaires qui se moquent de cet homme, qui banalisent la situation, qui rigolent de la situation en disant « mais comment tu as fait si elle t'a violé, comment elle a pu te violer, tu as pris plaisir à ça ?» ou qui se moquent du fait qu'un autre homme a violé un homme, qui en rigole en fait. Et ça, vous allez partout sur Internet, vous cherchez des commentaires de ce type, vous allez en trouver à chaque fois. Exactement. Eux-mêmes, les hommes, doivent apprendre à ne pas banaliser et à s'indigner de ce genre de situation dans les commentaires. Ouais. Mais ce n'est malheureusement pas le cas, d'où les espaces de discussion. Absolument. Pour libérer la parole entre eux.
Il y a eu certains exemples qui ont été montrés également sur Internet où une tendance en vidéo où des hommes appellent leurs potes au téléphone le soir, très tard le soir, pour lui dire à son ami, « Allô, comment tu vas? Fred, je voulais voir avant que tu dormes si tu as passé une bonne journée. Je voulais prendre de tes nouvelles. Est-ce que tu vas bien? » Et son ami au téléphone qui l'insulte. Parce qu'il se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu m'appelles pour me souhaiter bonne nuit, pour prendre mes nouvelles? C'est louche, ça. Est-ce que tu as changé de bord? Donc, il y a un travail énorme sur les hommes eux-mêmes. Ouais, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et ce que tu dis est juste. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, de façon homologuée, on a 6 types. On a les cas de violence physique, coups et blessures. On a les cas de viol. Oui. On a les cas d'agression sexuelle, y compris les mutilations génitales et féminines. On a les cas de mariage précoce, mariage forcé. On a les cas de violence psychologique et émotionnelle. On a les cas de déni de ressources, d'opportunités de services. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a l'émergence de nouveaux types de défis. Donc, ces défis-là sont les violences en ligne. Oui. Ce sont le harcèlement en ligne. Harcèlement en ligne. Oui. Donc, pour nous, les féministes subissent beaucoup de harcèlement en ligne. Parce qu'en réalité, les réseaux sociaux sont des espaces de pouvoir. Oui. Ce sont des espaces de pouvoir. Il y a des rapports de pouvoir qui se jouent. Et donc, on peut utiliser les réseaux sociaux pour construire une réputation, une visibilité, mais derrière tout cela, dans les rapports de pouvoir, il y a des vies humaines qui se perdent. Donc, on a des personnes qui ont honte, qui se font humilier sur la toile. Oui. On a des personnes qui sont stigmatisées sur la toile. On a des personnes qui n'en peuvent plus parce qu'elles sont victimes de railleries, de moqueries, de stigmatisation et qui vont jusqu'à se donner la mort. Oui. Donc, voyez-vous comment, à partir des réseaux sociaux, on peut aller jusqu'à perdre la mort. Et donc, dans un monde digitalisé, mais de façon accélérée, comment on protège la dignité humaine? Voilà toute la problématique. Et c'est pour cette raison que les hommes doivent comprendre que ces espaces-là ne doivent pas être des espaces pour reproduire les inégalités. Il va falloir comprendre que ces espaces, c'est vrai, ce sont des outils digitaux, des outils numériques, mais au-delà de ces outils numériques, ce sont des armes de destruction sociale. Massive. Ce sont des outils de destruction, ce sont des outils d'humiliation, ce sont des outils de stigmatisation. Où on te ramène à ta place de femme. Exactement. Retourne à la cuisine, va à la cuisine quand tu t'exprimes sur un sujet spécifique. Et c'est pour cette raison qu'il faut que les hommes qui sont sur le méta, justement, fassent preuve de masculinité positive. Oui. C'est ça. Il faut qu'ils comprennent que derrière tout ce qui se fait, il y a des vies humaines, il y a de la dignité, il y a vraiment des personnes qui peuvent être exposées aux questions de santé mentale ou aux problématiques de santé mentale. Donc, il faut en prendre conscience. Et ces espaces sûrs-là, il faut aussi les créer sur la toile. C'est pour cela que tout ne doit pas être accepté, tout ne doit pas être toléré. On doit pouvoir traquer toutes les personnes qui intègrent des mots qui ne vont pas dans le sens de ce que nous voulons. Oui. Aujourd'hui, nous avons la PLCC. Oui. Mais c'est une avancée énorme. Et la PLCC doit être formée sur la prise en compte des questions de violence basées sur le genre. Oui. Parce que la PLCC ne doit pas prendre seulement comme grille d'analyse l'incivisme numérique. Parce que si vous parlez d'incivisme numérique, on risque de passer à côté de grosses problématiques, mais des problématiques vraiment réelles de VBG. Oui. Donc, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, doivent justement travailler à outiller, renforcer ces professionnels qui font la sécurité en ligne pour qu'ils soient outillés et qu'ils puissent justement savoir qu'est-ce qui est VBG ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est vraiment une question de renforcement de capacité. Et ces hommes
qui travaillent là-bas doivent être aussi valorisés. Bien sûr. Il faut les valoriser parce que ce sont des Iforchi. N'oublions pas, le premier Iforchi, c'est le président de la République. Le 28 novembre 2017, en présence de la directrice exécutive d'ONU Femmes, l'ex-directrice exécutive Funzile Mblango, il a lancé officiellement le mouvement Lui pour Elle, le Iforchi. Oui. Et au cours de son allocution, il a lancé un appel aux hommes. Et c'est cet appel-là que nous, on a opérationnalisé le 13 juillet 2019 en lançant le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, tous les hommes qui m'écoutent, vous devez être des Iforchi. Vous devez être des personnes qui soient dans une perspective de masculinité positive. Cherchez à préserver la dignité de vos partenaires. Cherchez à préserver les droits humains. Et c'est comme ça que toute la Côte d'Ivoire se porterait mieux. Le PIB serait augmenté, nos structures familiales ne seraient plus éclatées parce qu'il y a le respect de la dignité et ça commence par le respect de l'enfant, ça commence par le respect de la femme, etc. Et donc, on aura une société qui va se bonifier. Sortons du piège sociétal qui nous a confinés dans des rapports de pouvoir déséquilibrés, où on nous dit que la femme est dans son rôle reproductif et communautaire et l'homme qui est visibilisé dans son rôle productif. Cette manière de répartir les rôles sociaux, les responsabilités, a déséquilibré et a exposé les hommes et les femmes. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de l'hémicycle, nous avons 13% de représentativité féminine. Mais c'est l'expression de la masculinité. Oui. C'est l'expression de l'hégémonie masculine. Lorsque vous prenez tous les gouvernements qui se sont succédés de 1960 à aujourd'hui, on n'a jamais atteint le cap des 30%, alors qu'en 1995, à Beijing, l'État de Côte d'Ivoire était partie prenante. Et il a fallu attendre 2019 pour qu'on ait une loi sur le quota. Mais avec la loi sur le quota, est-ce qu'on a pu faire changer la donne? Non. Une seule femme est venue se compléter. Les partis politiques ne se sont pas vraiment engagés sur cette question. Aujourd'hui, les partis politiques sont justement des appareils de reproduction de ces inégalités. Bien sûr. Les femmes sont confinées dans ces rôles reproductifs. C'est elles qui font à manger dans les partis politiques. C'est ça, qui s'occupent de la communication, voilà. Des pages. Et lorsqu'elles veulent prendre des responsabilités, on leur rappelle qu'il appartient aux hommes de jouer ce rôle. Et donc, pour nous, la communauté doit aussi s'approprier ces problématiques. Le secteur privé doit s'approprier ces problématiques. L'État de Côte d'Ivoire a créé l'environnement. On lui demande d'en faire encore plus. Je pense que le message, il est très fort. J'espère que les hommes qui suivent ce podcast, mes très chers abonnés que vous êtes, donc les hommes, que vous avez compris ce message, c'est un appel donc, de M. Coulibaly Ghislain. N'hésitez pas à rejoindre son réseau. Oui, absolument. Je trouve que c'est d'utilité publique. Exactement. C'est indispensable de pouvoir parler, de pouvoir se confier, de parler de ce que vous vivez en tant qu'homme, mais également les femmes également, qu'elles puissent également s'exprimer, qu'elles puissent échanger également avec les hommes sur ces problématiques dans une collaboration inclusive parce que vous êtes des Iforchi et je suis certaine que vous êtes véritablement des Iforchi et que vous adoptez une démarche de masculinité positive et non toxique. J'ai une dernière question, on va dire, pour toi. La question du féminisme. Moi, je suis féministe et je l'assume. Je suis membre sympathisante de la Ligue. Je salue toutes les femmes de la Ligue. Est-ce que... Parce qu'on entend souvent que le féminisme, c'est une notion occidentale, donc une notion importée dans nos cultures. Ce débat-là revient régulièrement, alors que beaucoup d'acquis dans nos sociétés, partout dans le monde, l'ont été par des causes féministes en général. Pourquoi il y a autant de levées de boucliers ou de méconnaissance du féminisme et de son combat en Afrique? Oui, effectivement, c'est un constat que je partage, mais je vais vous surprendre. Je suis moi-même féministe. Très bien. Ben voilà, je suis moi-même féministe.
Et je suis très fier de l'être. Ouais. Et je travaille justement aux côtés de ces féministes ivoiriennes. Je suis membre du collectif des activistes pour la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, le CACI. Okay. Donc, je suis avec plusieurs organisations et il n'y a pas de souci. Le féminisme, je vais vraiment faire simple. Mm-hmm. Le problème de fond pour ces théories féministes, c'est véritablement la marginalisation des femmes du processus de développement. Oui. Autrement dit, c'est le non-respect des droits fondamentaux de la femme. Et donc, elles sont dans des logiques de revendication. Bien sûr. Elles revendiquent pour le respect de leurs droits et pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui est légitime. Oui. Et vous avez plusieurs courants. Il y a des libéraux, il y a des radicaux, il y a le féminisme traditionnel, donc africain, qui estiment qu'elles ont des problématiques qui sont spécifiques à l'Afrique et que leur féminisme avec leurs actions tranche avec le féminisme occidental parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Et vous avez aussi le courant postcolonial parce qu'effectivement, vous savez qu'on a connu la colonisation et donc après cette ère de colonisation, il y a eu aussi des logiques de revendication. Souvenez-vous par exemple de Grand Bassam avec les femmes qui ont marché, etc. Et donc, pour moi, effectivement, vu sous cet angle-là, elles revendiquent le respect de leurs droits, elles veulent une gouvernance qui soit inclusive, elles veulent un cadre juridique qui les protège davantage. C'est tout à fait normal. Au-delà du respect de la dignité de la femme, je suis pour ce féminisme qui collabore avec les hommes. Collaboration. Voilà, qui collabore avec les hommes. Parce que les hommes ne sont pas opposés aux femmes. Avec des hommes qui ont envie de collaborer qui aussi. Qui ont vraiment envie de collaborer. Et donc, nous sommes pour cette dynamique de transformation des rapports de pouvoir, hommes et femmes, filles et garçons. Donc, quand moi je parle de féminisme, je ne me limite pas à la première dimension que j'ai évoquée, respect de la dignité, respect des droits, protection, défense, promotion des droits, etc. Donc, revendication. Je ne m'arrête pas là. Collaboration, partenariat avec les hommes. Donc, les hommes sont alliés, les hommes sont partenaires dans cette logique, n'est-ce pas, de changement. Oui. Voyez-vous? Et je termine en disant que aujourd'hui, on n'a pas intérêt à travailler de façon éparse ou oui. dispersée. Oui. Non, nous devons travailler en synergie, main dans la main, parce qu'il s'agit de développement. Il s'agit de développement. Il faut, quel que soit le secteur d'intervention, qu'on crée un cadre favorable à l'égalité des chances. Je vous l'ai dit, le genre, c'est l'égalité des chances. Le genre, c'est le changement. Mais quelle est la caractéristique de ce changement? C'est un changement qui se veut inclusif, donc qui ne marginalise aucune catégorie, qui n'invisibilise aucune catégorie, qui prône plutôt une participation inclusive et équilibrée. Oui. Donc pour nous, ce féminisme-là, c'est un féminisme qui nous convient et nous l'encourageons. Mais ce féminisme qui se veut radical, qui ne veut aucune collaboration avec les hommes, qui estime que les hommes sont leurs ennemis, je dis non. Je ne m'inscris pas dans cette posture. C'est pour cette raison que je suis ouvert. Je suis ouvert. Et le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire participe, chaque fois qu'il y a des activités, à faire avancer les problématiques. Oui. Donc nous sommes ouverts, nous collaborons. Vous êtes régulièrement invité par ces organisations. Toujours invité. Il n'y a aucune animosité. Le RECSI est positionné, le RECSI est connu. Et n'oublions pas, aujourd'hui, à l'actif du RECSI, quand vous allez au Congo, il y a le réseau des hommes engagés pour l'égalité des gens en RDC. Ah, c'est bien. Ah oui. Vous avez au niveau du Cameroun aussi le REG Cameroun. Oui. Voyez-vous, vous avez au niveau du Bénin le REG Bénin. Et donc, nous sommes en train de créer cette masse critique. C'est vrai, ça prend du temps,
mais c'est des problématiques qui s'inscrivent dans le court, moyen et long terme. Oui. Donc, le changement de mentalité, d'attitude, de comportement va se faire au fur et à mesure. Nous n'aimons pas trop parler. Nous, ce que nous faisons, nous sommes dans les études, nous organisons les sessions de dialogue social, nous avons les vendredis du genre, nous avons nos sessions de formation et nous avons le brunch. Okay. Nous organisons brunch. autour Il y a un brunch. de repas, autour de repas. Et ça nous permet de discuter avec certains hommes de certaines problématiques. Donc, petit à petit, nous nous positionnons et on espère que nous aurons cette masse critique d'hommes d'ici 2030. Je souhaite que vous ayez cette masse, mais vivement, cette masse critique d'hommes avant même 2030. Avant même 2030, que les hommes se sentent concernés par la masculinité positive, qui s'engagent et que, grâce à ces hommes, on ait de moins en moins de commentaires vils, pervers sur les réseaux sociaux lorsque une femme est violée, lorsqu'un homme est violé, lorsqu'une petite fille est violée. Je vais prendre le cas, par exemple, du Cameroun en ce moment, qui fait l'actualité avec plusieurs cas de pédophilie, de viol et même de violence obstétricale. Je crois qu'un obstétricien ou un infirmier qui a battu une femme qui venait d'accoucher, il lui faisait une épisiotomie et ça a été filmé en vidéo. Exactement. Il la battait alors qu'elle venait juste d'accoucher. Et les commentaires étaient, bon, comme d'habitude, désespérants. Moi, ça me décourage de l'humanité quand je vois ces commentaires. Mais c'est la petite fille, mais qu'est-ce qu'elle faisait là à 7 heures, comment elle était habillée, une petite fille de 11 ans. Des commentaires mais vraiment dégueulasses de pédophiles. C'est ça. Et moi, je rêve vraiment qu'à chaque fois qu'il y a ces commentaires, qu'il y a des commentaires qui viennent réagir, des commentaires d'hommes qui viennent réagir en leur disant « Arrêtez, ce que vous faites n'est pas bien, ayez honte de vous ». Mais ce qui est bien, c'est que grâce à cette honte, ce qui se passe, les hommes qui font ce type de commentaires, puisque c'est public, leur photo est affichée avec leurs commentaires à côté. Il faut dénoncer, il faut exposer, il faut que la honte change de camp. Et c'est ce qui est en train de se passer. Chaque fois que vous ferez un commentaire pervers sur une publication où un enfant a été violé, une femme a été violée ou un homme a été violé, votre photo et votre commentaire sera exposé, bien sûr, publiquement, puisque c'est dans un espace public que vous avez fait ce commentaire. Et des hommes viendront également vous recadrer avec les commentaires que vous avez faits. Donc, moi, mon rêve, vraiment, c'est que ces commentaires, ce type de commentaires, ça là, c'est dégoûtant, diminue, que la tendance change, qu'on soit réellement dans une masculinité positive et qu'au-delà de ça, une femme, qu'elle n'ait pas peur de sortir la nuit, qu'elle ne se sente pas menacée d'être dans la rue la nuit parce que elle n'est pas menacée elle sera pas menacée par des hommes en fait. Donc c'est un travail de concert, c'est un travail de longue haleine, des politiques publiques à mettre en place avec l'appui des organisations de la société civile, des entreprises privées et toute la sphère sociale et avec ton organisation également. Moi, je ne suis pas pessimiste. Au contraire, je suis beaucoup optimiste. Ça fait 10 ans que je travaille sur ces questions. Quand je dis 10 ans, c'est 10 ans consacrés aux questions de genre. 10 ans de ma vie. Je ne suis pas pessimiste. Vous savez pourquoi? Aucune société n'est figée. Aucune société n'est statique. La société est évolutive, elle est dynamique. Et vous savez pourquoi elle est dynamique? À cause des normes sociales qui bougent. Les normes sociales bougent. Souvent, les us et coutumes sont pris comme des prétextes. Les traditions sont prises comme des prétextes. Vous avez le livre de Constance Yahi, les traditions prétextes. Parce qu'effectivement, les gens mobilisent, certaines personnes mobilisent les us et coutumes pour commettre ces comportements. Les violences basées sur le genre. Des comportements déviants. Et c'est compliqué, c'est difficile. Pour moi, l'école peut nous aider à faire bouger les lignes. Parce que si on a beaucoup de femmes, beaucoup de petites filles qui sont scolarisées, les petits garçons scolarisés au même titre, la prise de conscience va se faire et ça va nous permettre d'aller vers le respect de la dignité, le respect du principe de l'égalité hommes et femmes. Mais la famille aussi doit jouer un rôle important.
Parce que je me dis que c'est de la cellule familiale qu'on part à l'école. Est-ce que les comportements sont en train de changer dans la cellule familiale? Non. C'est pour cette raison que c'est un plaidoyer que je lance au gouvernement. Il faut vraiment s'inscrire dans cette approche genre et développement. Et l'approche genre et développement, le centre d'intérêt, c'est l'homme et la femme. C'est la fille et le petit garçon. Le problème, c'est vraiment le déséquilibre des rapports de pouvoir observé de tous et de toutes. Tout le monde sait que les rapports de pouvoir sont déséquilibrés. L'objectif, c'est la transformation de ces rapports de pouvoir. Comment on les transforme? Mais pour transformer, il faut d'abord identifier les normes sociales. Si on identifie les normes sociales, il faut identifier les institutions sociales qui produisent ces inégalités. Et il faut engager les hommes. Donc, si on n'institutionnalise pas cette approche genre et développement à la base, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans notre communauté, donc c'est tout un changement du modèle de socialisation. Aujourd'hui, on n'a pas encore embouché la bonne trompette. Parce qu'en réalité, on est dans une égalité formelle. On est dans une égalité politiquement correcte. Mais les mentalités n'ont pas encore bougé. Les comportements n'ont pas encore bougé. Donc, réfléchissons ensemble. Et nous, l'alternative que nous avons proposée, c'est de dire que la masculinité positive, qui est en réalité l'engagement des hommes sur ces questions-là, est une alternative nouvelle pour réduire ces inégalités, réduire ces violences basées sur le genre. Et donc, on ne peut pas se passer des hommes. Il faut se centrer, cibler ces hommes-là, vraiment créer ces espaces pour les sensibiliser, les former et faire d'eux des agents de changement, faire d'eux des artisans de promotion de l'égalité. Pour nous, si nous voulons passer de l'égalité formelle à cette égalité réelle, où les comportements changent, la seule alternative que nous voyons, ce sont les hommes. Il faut que les hommes soient vraiment nos alliés, nos partenaires. Parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Ce sont eux. On ne peut pas faire autrement. Il faut travailler avec les hommes. Et je pense que ça soit l'État, que ça soit le secteur privé, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit la société civile, donc toute la communauté, il faut remettre au cœur du processus de promotion de l'égalité des chances l'homme. Il ne faudrait pas fustiger d'emblée les hommes pour dire c'est eux qui sont auteurs, c'est eux qui sont artisans. Il ne faut pas leur jeter l'opprobre. Au contraire, il faut comprendre l'environnement dans lequel ils reproduisent ces mécanismes, ces inégalités, ces discriminations. Et si on comprend pourquoi on le fait, c'est d'institutionnaliser l'engagement des hommes à travers la masculinité positive. Et donc, pour nous, c'est ce que nous avons proposé. Et nous souhaitons que le gouvernement ivoirien puisse institutionnaliser la masculinité positive dans les politiques publiques, dans les projets, dans les programmes, dans les documents de référence. Et moi, je soutiens à 1000% ce plaidoyer, institutionnaliser la masculinité positive pour qu'on puisse réduire tout ce qu'on voit, donc en termes d'inégalité, en termes de violence, en termes de manque de chance pour le genre, mais également permettre à notre société de profiter des joies du développement grâce à ce combat qui sera mené et qui sera porté par toute la société ivoirienne. Et ça, merci en tout cas pour cet engagement constant depuis 10 ans. On va dire ce sacerdoce que tu portes depuis 10 ans. Une vocation. Et je suis certaine que notre société va évoluer, va changer pour le meilleur, pour que chaque agent donc, de ces sociétés puisse bénéficier des fruits du PIB et grâce à ce changement de comportement. Quelque chose m'est venu à l'esprit tout à l'heure et je vais le partager avec vous. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait une chanson et on disait « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Ça m'a bercé. Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'en réalité,
C'est vrai qu'on nous a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, mais je vous demande d'observer, qu'on soit dans le système patrilinéaire ou dans le système matrilinéaire, la gouvernance foncière est aux mains de qui? Aux mains des hommes. Ah oui, des hommes, oui. La gouvernance foncière est aux mains des hommes. En 2021, selon les données officielles du gouvernement ivoirien, notamment de l'AFOR, l'AFOR qui est l'agence de foncière rurale, et les femmes détentrices de certificats fonciers en 2021 étaient à 12%. Ouais, très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les hommes qui détiennent cette propriété foncière. Mais autrement dit, peut-être que je vais vous choquer, ça veut dire que les hommes sont dans la précarité foncière en Côte d'Ivoire, l'insécurité foncière en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, les femmes, pardon, n'ont pas un accès en quantité à la terre, elles n'ont pas un accès en qualité à la terre et elles n'ont pas la capacité de transmissibilité de ce bien à leur progéniture. Quoique les réformes de 2019 nous disent aujourd'hui que la femme peut hériter et la loi de 98 nous dit que c'est un accès équitable. Donc, paradoxe pour paradoxe, sur les papiers, elles ont un accès équitable, mais dans la pratique, elles sont dans l'insécurité foncière. Quand on se rappelle que la terre est un actif économique qui confère le pouvoir à celui qui la détient, si ce sont les hommes qui la détiennent en majorité, c'est normal que la pauvreté se féminise en Côte d'Ivoire. C'est normal, parce qu'elles n'ont pas accès à cet actif économique. Elles n'ont pas un accès durable. Parce que d'autres me diront, mais elles ont accès, mais en réalité, par le biais du mariage, qui est une institution sociale, quand elles se marient, le mariage lui confère des droits fonciers, mais qui sont très vite précarisés. Quand il y a divorce, quand il y a rupture de liens sociaux ou quand il y a décès, on lui propose le lévirat. On lui demande de marier un frère ou un cousin du monsieur. Mais c'est un cas de violence basée sur le genre. C'est vraiment un cas de drosse que de nier que la femme ait accès de façon durable à la terre. Et je voulais vous dire que la problématique des veuves en Côte d'Ivoire est une problématique sur laquelle il faut se pencher. Beaucoup de veuves qui avaient construit, bâti tout un capital avec leurs hommes, malheureusement, qui ne sont pas passés devant l'officier d'état civil. Donc, elles ne sont pas protégées pour autant. Elles sont exposées. Et finalement, elles se retrouvent sans rien, démunies, donc vulnérabilisées. Donc, véritablement, la problématique que nous posons, ce n'est pas une invention de l'Occident. Ce que je viens de dire, ça se déroule dans nos réalités socioculturelles. Les femmes sont devant nous dans la vulnérabilité la plus totale. Elles n'ont pas décidé de naître filles, mais on leur nie cette qualité d'héritière. On leur nie cette qualité d'héritière parce qu'elles sont des femmes. Donc pour nous, c'est une inégalité, une injustice flagrante. Aujourd'hui, grâce au Presse-Fort, grâce au PAMOFOR, aujourd'hui, ce sont des programmes développés par le gouvernement ivoirien à travers l'agence foncière rurale. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui détiennent des certificats fonciers. Aujourd'hui, on est autour de 28 à 30%. Ça veut dire, de 12, on est passé à 28-30 femmes détentrices de certificats fonciers. Mais c'est une bonne chose. Donc, il faut véritablement que les femmes aient cet accès durable et cette sécurité foncière pour que nous puissions avoir un développement économique et social avec des chiffres ou des indicateurs importants. Voyez-vous, pour moi, c'est un gros plaidoyer. Il faut permettre aux femmes d'avoir cet accès durable à la terre. Il ne faudrait pas qu'elles aient accès juste pour l'autosuffisance alimentaire. C'est révolu, c'est désuet, c'est dépassé. Il faut permettre... Vous savez, aujourd'hui, les hommes sont dans le café, cacao, anacarde. Mais si on y prend garde, on va vers la famine. Parce que ce sont les femmes, 60 à 80% qui sont dans le vivrier. Si vous plantez de l'anacarde, du cacao, du café, sans penser au vivrier, vous verrez qu'on s'expose tous à la famine. Donc c'est pour cette raison que les femmes, on doit dans chaque communauté distraire une partie du patrimoine foncier pour leur permettre de travailler et de faire vivre
tout un pays, tout un continent et toute l'Afrique. D'où l'engagement de l'État sur ces questions. Sur ces questions. C'est très important. C'est très important. C'est des questions de sécurité alimentaire. Surtout de sécurité alimentaire. Dans un monde en plein bouleversement en ce moment. Exactement, avec tout ce qui est changement climatique. Oui. Il faut donner de la terre aux femmes. C'est important pour que nos sociétés puissent être encore dans la bonne dynamique. Sinon, je pense qu'on va être exposé à des défis contemporains. Et on espère que vraiment, on ne va pas être exposé à ces défis et que vraiment la société, toutes nos sociétés, en tout cas en Afrique, puissent se saisir de cette question et puissent aller vers un changement de comportement, que les hommes s'approprient cette question, Exactement. Les hommes détenteurs du pouvoir s'approprient cette question et que la balance puisse se rééquilibrer. C'est un plaisir de te recevoir, de comprendre ces dynamiques et de surtout le partager à mes très chers abonnés qui, je suis certaine, s'intéressent également à ces questions d'égalité des chances, de masculinité positive et d'engagement pour la lutte contre les violences basées sur le genre, parce qu'on l'observe tous les jours, malheureusement. On s'inquiète pour nos enfants, nos petites-filles, nos petits garçons. On s'inquiète également de la prolifération, de la banalisation de la violence en ligne, des harcèlements en ligne. Et la question du genre est primordiale. Son acceptation et surtout sa mise en application effective est primordiale pour nos sociétés. Exactement. Je voudrais te dire donc un grand merci. Et bien sûr, je vais vous laisser les liens pour pouvoir donc assister chaque dernier vendredi du mois donc aux échanges avec le réseau. Venez, vous hommes, femmes également, mais en particulier les hommes, venez écouter, venez vous exprimer, venez parler de ce qui vous touche. Ne gardez pas tout pour vous. Acceptez d'être vulnérable parce que c'est des défis de santé mentale. On le dit souvent, les statistiques sont implacables. Le taux de suicide, on a déjà l'un des taux de suicide le plus élevé en Afrique, donc la Côte d'Ivoire, et ce sont principalement des hommes qui se suicident. Donc il est primordial que ce travail de libération de la parole puisse se faire avec donc, des experts comme M. Ghislain Coulibaly, qui en fait son plaidoyer et tout. Et donc, dernier mot, quel héritage tu veux laisser? Juste pour terminer. Si on doit retenir un héritage que tu voudrais laisser à la société ivoirienne. La violence ne rime pas avec la masculinité. Stop à tous ces comportements de viol que nous observons. Stop à ces violences en ligne que nous observons. Nous pensons que la masculinité positive est cette alternative nouvelle qui pourrait nous aider à réduire les inégalités, réduire les discriminations, mais surtout les violences basées sur le genre. Chers frères, change de comportement, car violence ne rime pas avec masculinité. Et j'ai dit. Très bien conclu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.